Bonjour à tous et bienvenue pour ce 29e atelier virtuel du Gers, déjà 29. On est très très heureux avec David de vous retrouver. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas pu organiser d'atelier. C'est vrai que la rentrée a été chargée pour vous, bien entendu. Elle a été également chargée pour nous. Et ça a été assez difficile de trouver une date pour pouvoir les organiser. Puis, c'est vrai que l'actualité, il y avait de l'actualité quasiment tous les jours. Donc, on se disait, oh, bon, on va attendre un peu que ça arrive, ainsi de suite. Et on s'est décidé là à le faire. Alors, ces ateliers, vous savez, qui sont rendus possibles grâce à la position du Gers et de Gers Data dans l'écosystème CGDIM Pharma. Et j'en profite pour féliciter David pour son nouveau rôle au sein de cet écosystème. Alors, toutes les activités de CGDIM contribuent à partir de l'information que l'on obtient à enrichir, à nous donner de la data et pouvoir faire les analyses les plus pertinentes possibles. Alors, ces données que l'on peut livrer, elles sont mises quotidiennement à disposition notamment des autorités de santé, l'assurance maladie, la DGS, le ministère de la Santé, la NSM, plus récemment l'HAS également, et tout cela à partir de nos données hospitalières avec Statop, les données de prescription bien sûr, la base TIN sur tous les domaines thérapeutiques sur lesquels vous avez besoin d'informations, et puis les données d'achat et de distribution en officine, le sell-in, le SOG-Now, le SOG-Early, sell-out, et puis bien sûr le GERS Rupture, on en parle beaucoup et on fera un point également sur ce sujet tout à l'heure. David, je te laisse la parole pour nous présenter un peu ce qui s'est passé au niveau de l'officine pour cette rentrée. Pour paraphraser ce que disait Patrick, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Il faut bien avouer que je dirais même plus, vous m'avez plus manqué que Patrick, mais pour autant, c'est pas peu dire. Euh, sur le marché et pour rentrer, l'idée c'était de regarder un petit peu aussi avec un peu de prospective, c'est de se dire, tout simplement, aller sur les 10 dernières années, on voit que le marché officinal est clairement plus régulé au sens évolution du terme, puisque allez, les 8 premières années, on tourne pour un réseau autour de 35-36 milliards d'euros, et vous pouvez voir depuis 2 ans, en mettant de côté toute la TVA zéro, 2021, on dépasse les 38 milliards, 2022, on dépasse les 41 milliards 4, et là, sur les 12 derniers mois, on est à 43 milliards 6, donc on a une évolution qui est très, très rapide, avec une croissance sur la prescription de plus 6%, sur le conseil, donc tout ce qui est délivré hors prescription. Et là, se posera tout à l'heure la question de quel est le poids de l'inflation dans cette croissance-là, et plus 2 sur les DM prescrits. À noter que 80% de la contribution à la croissance est portée par le médicament sur ces 12 derniers mois. Donc, et c'est le point particulier que présentera tout à l'heure Patrick, c'est vraiment l'enjeu de plus en plus fort des médicaments chers. Alors, ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est vrai que ça fait disjoncter toutes les analyses par taux de TVA, et même l'analyse même du chiffre d'affaires est sensibilisée par la croissance de ces médicaments chers. Et concrètement, quand on regarde ce mois de septembre, qu'on vient de clôturer il y a quelques jours, comment on le regarde? Le chiffre d'affaires du réseau officinal, plus 5. Pour autant, plus 4,6. En volume, on est à moins 1 sur le total. Donc, ça veut dire cette notion de régulation. Alors, sur la délivrance hors prescription, on n'en est pas loin. On est à moins 1 en volume et plus 5,5 en chiffre d'affaires. Et c'est vrai que quand on regarde le trafic, sur le total officine, on a du flux, on a du passage. Par contre, sur le flux conseil, on est en recul. Donc, comment se met en place ce rôle de l'inflation, ce rôle pour la pharmacie d'animateur territorial de santé, tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte
Et quels sont les critères à regarder? Est-ce qu'on regarde en volume? Est-ce qu'on regarde en chiffre d'affaires? Probablement, il faudra regarder en marge très prochainement. Et quand on regarde l'évolution des paniers, et ben, quand on regarde le panier sur prescription, on est à 58 euros, plus 6,4, avec un prix moyen de la prescription qui augmente. Là, je ne vais pas vous le cacher, il est porté par les médicaments chers et très chers qui pèsent sur cette croissance. Et vous pouvez voir sur le panier conseil, donc ce qui est délivré hors prescription, on reste stable par rapport à l'année dernière, malgré l'inflation. Donc, on va voir l'impact qu'elle a dans la vie du patient, du consommateur quand il passe à l'officine. D'autant plus que vous voyez, on a un prix moyen du produit conseil qui augmente de 6%, donc des choix par rapport à ça. Et donc, comment je positionne mon produit demain? Comment je fais en sorte sur toute la chaîne, de l'industriel jusqu'au consommateur, en passant par la pharmacie, qu'est-ce qu'on met en place pour, dans un contexte où le panier reste de même niveau, mais pour autant, un prix moyen au produit qui évolue fortement par rapport à l'année dernière. Et puis, un petit focus quand même sur les poux, parce que c'était la rentrée. Et on sait que la rentrée est toujours propice. Patrick est un peu moins touché par l'époux. Donc en volume plus 13 et en chiffre d'affaires plus 17. Donc une belle saison pour les antipoux sur cette rentrée. Mais Patrick, parlons du remboursable, si tu veux bien. Je te remercie de me laisser la parole sur le remboursable. C'est vrai, je suis moins touché par les poux que par les médicaments maintenant. Alors, la dynamique du marché remboursable, ben, on voit que la dynamique sur 2023, elle est là, elle est forte. Quand vous comparez les deux courbes mensuelles en saline sur les achats de médicaments remboursables, on voit que tous les mois de 2022, en chiffre d'affaires, sont supérieurs à celui de 2023. Depuis le début de l'année, on est à plus 8% de croissance et sur le dernier trimestre, un léger ralentissement avec plus 7. Mais on va voir que cette situation cache autre chose. Et quand on compare quand même les, les évolutions et la croissance de ce marché remboursable entre 2022 et 2023, on voit que la croissance en 2023 est inférieure à celle de 2022, puisque à fin septembre 2023, nous sommes à plus 7,9 de croissance, et plus 7,5 en cumul mobile, alors pour la même période de l'année 2022, par rapport au 7,5 en cumul mobile, on était à plus 9,7. Alors, il y a différents facteurs qui expliquent cela. Il y a certaines classes qui continuent à fortement progresser. Il y a des ralentissements de la croissance dans d'autres classes, et on le verra tout à l'heure. Il y a moins de sorties de réserve hospitalière en 2023 par rapport à 2022. Et puis les facteurs négatifs, bien sûr, que vous connaissez, auxquels on est confronté, ce sont les nombreuses pertes de brevets. Il y en a eu en 2023. Les baisses de prix, vous allez voir qu'elles ont un impact important pour cette année 2023, mais également un nombre de jours ouvrés qui est défavorable en 2023 par rapport à 2022. Alors, quand on regarde maintenant le top 5 des classes qui contribuent à la croissance sur cette période, sur ces 9 premiers mois, on voit que les 5 premières classes, ce sont les inhibiteurs de l'interleukine, les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase, les autres produits du système nerveux central, les nouveaux antidiabétiques et les inhibiteurs directs du facteur 10A. Alors, toutes ces classes ont des fortes progressions, 34% pour la L04C, 12% pour la L01H, la N07X 42%, 136% pour les antidiabétiques inhibiteurs de la SGLT2 et plus 11% pour la B01F. Donc, vous voyez des fortes croissances. Et quand on regarde sur ces classes, vous voyez les 3 principaux contributeurs à la croissance au niveau des produits. Par exemple, pour les inhibiteurs de l'interleukine, le premier contributeur à la croissance, c'est Dupixent, qui a une
qui contribue pour plus de 70 millions à cette croissance. Ensuite, on trouve Stellara avec 40 millions et Taltz avec 17 millions. Vous voyez que dans les raisons, notamment, il y a des sorties de réserves hospitalières. C'est le cas également c'est le cas pour Dupixent, pour Tagrisso, pour Vyndaqel, pour Evrysdi en particulier, donc qui sont des produits de sortie de réserve hospitalière et qui ont un impact direct sur l'évolution 2023. Alors, quand on voit maintenant, si on fait un focus sur ce marché du remboursable, il est à plus 7,5 en cumul mobile en 2023 par rapport à 9,7, ce que je vous disais tout à l'heure en 2022. Et on voit que à la fois les sorties de réserve hospitalière sont en recul par rapport à 2022. Elle représentait 677 millions en 2022, elle ne représente plus que 488 millions en 2023. Et quand on prend les molécules génériquées, alors depuis 2022, hein, attention, quand on prend les molécules génériquées depuis 2022, elles représentaient, alors depuis 2021, elles représentaient 230 millions en 2022 et elle ne représente plus que… non, c'est l'inverse, excusez-moi, dans les chiffres que je vous ai donnés, j'ai inversé les deux chiffres. Les sorties de réserve hospitalière, c'était 230 millions l'an dernier et 119 cette année. Et les molécules génériquées depuis 2022, 677 millions en 2022 et ça n'est plus que 488 millions pour 2023. En revanche, le remboursable hors SRH, hors molécules génériquées depuis 2022, lui a une forte progression avec plus 10,2. Les 5 plus grosses molécules génériquées en 2023, vous avez eu l'abiraterone, Zytiga, vous avez eu Gilenya, vous avez eu la somatulina, la sitagliptine, metformine et également Tecfidera, donc qui sont les principales molécules génériquées en 2023. Quand on regarde maintenant le top 10 des laboratoires, on voit que dans ce top 10, et c'est très intéressant, que le laboratoire qui a la plus forte croissance, c'est AstraZeneca, avec un chiffre d'affaires qui est également important. Ensuite, on trouve BMS dans les très fortes croissances, Vertex, Sanofi, Bayer, et puis ensuite des croissances, on va dire, qui sont au niveau du marché, Biogarant, Pfizer, Viatris, et deux laboratoires qui ont des contributions à la croissance inférieures à celles du marché, voire négatives. Donc Novartis qui est à 0, et Janssen qui est en négatif. Alors, concernant AstraZeneca, ce qui est intéressant, c'est que AstraZeneca a la croissance la plus forte alors qu'il n'a aucun de ses produits dans les 10 premiers produits. En revanche, on voit qu'il a plusieurs produits qui font un chiffre d'affaires un peu au-delà de 100 millions ou autour de 100 millions, que ce soit Forxiga, Calcan, Tagrisso, qui progressent et qui expliquent cette croissance pour AstraZeneca. Dans le top 10 des produits, donc, on retrouve toujours Eliquis. Vous voyez que tous ces produits ont des croissances pour la plus faible à 4,6% et pour la plus forte, on va au-delà des 50% de croissance pour Vyndaqel, pour Hemlibra. Un fait important dans ce top 10 des produits, c'est la sortie pour la première fois du Doliprane, qui était dans les 10 premiers produits de l'industrie pharmaceutique depuis des années. Et il est sorti de ce top 10 depuis plusieurs mois. Donc, c'est une petite révolution. Néanmoins, Sanofi a une croissance qui reste forte puisqu'elle est au-delà de celle du marché. Quand on regarde maintenant dans les médicaments remboursables, quand on fait un focus sur les génériques et les biosimilaires, on voit qu'au niveau du marché des génériques, il a une croissance de 7,8% au global et
donc ce qui représente à peu près 64 millions de croissance. Il est aujourd'hui à plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le poids des molécules génériquées depuis 2022, bien sûr, est passé de 30 millions en 2022 à 200 millions. Donc là, il y a une forte croissance qui explique d'ailleurs plus de 70% de la croissance du marché total des génériques. Alors, quel impact sur le taux de pénétration des génériques? On voit que ce taux de pénétration, il était en légère baisse sur le début de l'année. On est passé de 84,7 points de taux de pénétration à 83, on est tombé à 83,4%, mais néanmoins, on constate là une légère reprise sur les derniers mois et compte tenu justement de l'arrivée des nouveaux génériques et notamment des plus grosses molécules dont je vous parlais tout à l'heure, je pense qu'on devrait terminer l'année 2023 avec un taux de pénétration aux alentours de 84,1, 84,2 à peu près de taux de pénétration. Alors, que s'est-il passé maintenant sur le marché des biosimilaires? En ce qui concerne les biosimilaires, là, le taux de pénétration a très fortement augmenté. Il a augmenté dès le début d'année, puisqu'on est passé d'à peu près 26 points de taux de pénétration des biosimilaires à 32 points et on a une certaine stabilité tout au long de l'année, avec une progression quand même depuis le mois d'avril. Il y a eu bien entendu le biosimilaire de Lucentis, même si on va voir quand on regarde par molécule sur les principaux bioréférents qu'il y a une très grande hétérogénéité dans les taux de pénétration des biosimilaires. Si des produits comme filgrastim, comme époïétine, comme pegfilgrastim sont aux alentours de 90% de taux de pénétration des biosimilaires. Il y en a d'autres qui ont beaucoup plus de mal. La progression est régulière pour les biosimilaires du Mira. Elle est beaucoup plus faible elle est aussi régulière pour ceux d'Ambrel. De Lantus pour Forsteos, il y a une croissance qui est assez réduite. Gonal F, on a une croissance régulière, une stabilité pour le Génotorm, les biosimilaires. Et en revanche, on voit que pour en particulier le biosimilaire de Lucentis, puisqu'il n'y en a qu'un, il n'a pour l'instant pas du tout percé depuis le début de l'année, puisqu'aujourd'hui, les biosimilaires ne représentent que quoi? Le biosimilaire ne représente que 1%. On a également une situation assez comparable, même si le produit a des biosimilaires depuis plus longtemps, pour le produit de chez Novo, les biosimilaires de Novorapid. Slide suivante, David. Alors, maintenant, autre sujet d'actualité, c'est les tensions d'approvisionnement, les ruptures. Et là, vous voyez que sur cette courbe, il y a une croissance continue. On est parti sur les 12 derniers mois. On était à peu près à 1000 présentations qui étaient en rupture il y a un an, juste un an. On est aujourd'hui à peu près à 1600 références en rupture, même si on constate quand même depuis maintenant 7-8 semaines une diminution quand même. Donc, il faut voir si cette tendance va se prolonger dans le temps, une diminution du nombre de ruptures, mais il y a eu une augmentation. Alors, les facteurs sont multiples, vous les connaissez tous, on ne va pas s'appesantir sur ce point. Slide suivante. Donc, comme David vous l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, l'économie de l'officine est fortement influencée par l'évolution des produits onéreux. Quand on regarde maintenant, vous êtes habitué à cette slide,
Entre janvier et septembre 2023 par rapport à 2022, il y a eu 204 présentations en 2023. Il y a 204 présentations qui concernent les produits onéreux, alors qu'il n'y en avait que 177 entre janvier et septembre 2022, soit une croissance de 15%. Et on voit qu'entre 2017 et 2022, en nombre de présentations, le nombre a été multiplié par 3. En revanche, le chiffre d'affaires, lui, il a augmenté de 17% sur la même période, janvier-septembre 2023 par rapport à 2022. Et le CA, lui, a été multiplié par 4 depuis entre 2017 et 2022. Et si ces produits ne représentent que 0,09% en volume des spécialités vendues à l'officine, au sein des produits remboursables, de PMO, on voit qu'ils représentent presque le quart du chiffre d'affaires de l'officine. Donc, c'est vraiment un chiffre d'affaires extrêmement important. Quand maintenant on prend le segment des produits au-delà de 468,97 €, c'est-à-dire au-delà de la marge des grossistes répartiteurs, on voit que sur la période janvier-septembre, il y a eu plus 5% de présentations en plus. Le nombre de présentations a été multiplié par 2 entre 2017 et 2022, comme le chiffre d'affaires. Et comme le chiffre d'affaires à l'officine, il y a eu une augmentation de plus 5%, la même que celle entre janvier-septembre 2022 et janvier-septembre 2023. Ces produits représentent à peu près 0,39% des volumes vendus à l'officine et 40% du chiffre d'affaires. Donc, tous ces produits chers, comme l'a bien précisé David, représentent aujourd'hui, ont une influence extrêmement importante sur l'économie de l'officine. Or, que s'est-il passé maintenant au niveau des baisses de prix? On voit que si on va directement à la synthèse, c'est-à-dire tout en bas à droite du graphique, on voit qu'entre l'exécution à fin septembre qui était de 564 millions de baisses de prix enregistrées en ville et à l'hôpital, plus les prévisions, c'est-à-dire les baisses de prix qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année, plus ce qui va être engrangé suite déjà aux annonces qui avaient été faites, on devrait arriver à 856 millions en brut à la fin de l'année. 856 millions en brut, ça veut dire qu'en net, on est aux alentours de 753 millions d'euros net, avec la clé de conversion qui est celle que l'on utilise, qui est celle dans le rapport du CEPS. Ça veut dire qu'on va arriver à 753 millions net, soit un rendement de 91%. Le CEPS avait dit en mars dernier, il n'y aura plus de baisse de prix. Toutes celles qui étaient passées en mars 2023 seront les dernières. Ça n'a pas été le cas. Il y en a eu encore de nombreuses au fil de l'eau depuis avril 2023 et nul doute qu'il y en aura encore d'ici la fin de l'année. Ce qui veut dire que pour la première fois depuis plusieurs années, l'objectif de baisse de prix de 825 millions d'euros en prix net qui était annoncé dans la loi de finances 2023 devrait être atteint. Alors, quand on fait maintenant une analyse de ces baisses de prix par tranche de prix, alors on a fait différentes tranches de prix. Vous voyez complètement à gauche les produits à moins de 5 €, 5 à 10 €, ainsi de suite, jusqu'aux produits au-delà de 100 €. On voit que les produits de moins de 5 € représentent 39,6% des spécialités, puisqu'il y a 674 spécialités qui ont eu une baisse de prix dans cette tranche de médicaments par rapport aux 1701 au global. Et c'est la première tranche de produits qui a été touchée par les baisses de prix. Et la variation moyenne du PFHT dans cette classe a été de moins 12,5%.
ce qui représente un impact de moins 21 millions d'euros. La tranche au-delà de 100 euros, pardon, pour les produits qui ont une valeur de plus de 100 euros, il y a eu 405 baisses de prix, donc c'est l'autre segment qui a été fortement touché, c'est presque le quart des baisses de prix. Et là, il y a eu une variation moyenne du PFHT de presque 11%. Et là, le rendement, le poids des baisses de prix est de 361 millions d'euros, ce qui est logique, hein, puisqu'on est sur des produits chers. Et le poids de l'impact, ces baisses de prix représentent 70% des baisses de prix. Donc voilà pour cette analyse. Il y a eu également, et c'est le côté positif, des hausses de prix durant cette période. Pareil, on a analysé par tranche de PFHT, et c'est la tranche des produits à moins de 5 euros qui a été celle qui a bénéficié le plus de hausse de prix. En moyenne, 13% de hausse de prix. On retrouve parmi les produits des amoxicillines, la prednisone. Et on voit que l'impact en 2023 de ces hausses de prix représente 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors bien sûr, quand on regarde par rapport aux produits, aux autres produits, c'est nettement supérieur. Il y a un produit qui est au-delà de 100 euros, qui a eu également une hausse de prix importante, puisqu'elle est de 23%, 22,9%. C'est Braftovi, et qui représente à lui seul 1 419 000 euros de plus en impact 2023. Donc, des baisses de prix, mais également quelques hausses de prix. David, si tu peux enchaîner avec les nouveaux services, et là, il y a également beaucoup de choses nouvelles qui se passent au niveau de l'officine. Du coup, on enchaîne, on enchaîne. Ce qu'on voit, et ce que tu disais était pertinent, mais ce qu'on voit notamment sur les biosimilaires, on voit qu'effectivement, aujourd'hui, on est au max en termes de prescription en biosimilaire et non pas en bioréférent. Et donc, on verra comment évolue et le rôle de la pharmacie demain dans la substitution ou dans l'accompagnement du patient, dans cette volonté de rechercher les économies. Alors, quand on regarde les services, on va dire le verre il est à moitié vide ou à moitié plein. Considérons que sur cette slide, il est plutôt plein. On voit les vaccinations de rappel. 84% des pharmacies en ont fait depuis la rentrée. Là, on va voir, pas uniquement avec la grippe, mais avec la formation sur la vaccination, l'impact que ça a. Vous voyez, en moyenne, une pharmacie, elle en a fait une petite cinquantaine depuis le début de l'année, une centaine pour les plus gros faiseurs. Pareil, on est au coude à coude avec les kits de dépistage du cancer colorectal. Donc, ces missions qui se sont appropriées. Pour autant, on a un certain nombre de services qui sont plutôt poussifs, si je suis provocateur jusqu'au bout. Ce n'est pas tout à fait un service, mais c'est au moins un service pour le patient. Et demain, c'est une pharmacie sur 5 qui fait une téléconsultation depuis le début de l'année. Alors, on tourne à une par jour, à deux par jour, selon les différentes métriques. Mais par contre, l'entretien femme enceinte reste, je dois bien vous l'avouer, une interrogation pour moi, puisque je suis toujours étonné qu'on soit que à 16% des pharmacies qui réalisent ces entretiens femmes enceintes. L'enjeu, c'est de se dire, voilà, comment je l'intègre dans mon quotidien, comment j'accompagne les équipes officinales, comment, moi, titulaire, j'embrasse cette nouvelle mission, mais c'est vrai qu'elle est plutôt courte. Elle permet de planifier la vaccination dans un deuxième temps. Elle permet également de pouvoir accompagner sur les tire-laits, etc. Mais voilà, depuis le début de l'année, on est en moyenne à 5, ça veut dire même pas une tous les mois. Et alors, quand on rentre sur les bilans partagés de médication ou les entretiens pharmaceutiques, je le regarde tous les mois, espérant que ça bouge. Et donc, ça bouge tout doucement, 4% des pharmacies depuis le début de l'année. Donc là, on n'a pas encore trouvé la manière de s'organiser pour les faire, comment les rendre efficients dans un quotidien qui est déjà très chargé. Et c'est ça, tous les enjeux, je pense, de 2024 et de cette révolution pour le réseau officinal. Sur le conseil et l'évolution, qu'est-ce qu'on peut en dire? Premier point, c'est que voilà, on est sur cet été une croissance de 3,8% en chiffre d'affaires. Donc, tout ce qui est délivré autour de la santé
sur le conseil du pharmacien, avec un +3 sur le mois de septembre. Donc, on voit quand même que on a un ralentissement de cette dynamique, malgré tout, avec un poids de l'inflation qu'on va voir qui est présent. Donc là, on est sur une inflation payée par le consommateur. La question n'est pas de savoir est-ce que le pharmacien répercute les hausses de prix et comment il les répercute et jusqu'à quel point il les a répercutées. Là, ce qu'on voit, c'est que on se maintient, on est à 2 points d'inflation payés par le consommateur mois après mois depuis cet été. Donc ça se stabilise. Par contre, on va le voir sur d'autres catégories de produits, donc notamment les compléments alimentaires. Vous voyez, sur le mois de septembre, on a un choix du consommateur qui s'oriente aussi sur des gammes de produits qui sont diverses et variées, puisque payé par le consommateur, l'inflation n'est plus que 3%, ne plus que, c'est un peu réducteur, mais elle est de 3%, elle est plus faible que ce qu'on avait entre juillet et août, ce qui montre aussi que le patient et le consommateur fait des choix beaucoup plus éclairés. De temps en temps, il va chercher le prix, de temps en temps, il va chercher la conviction d'efficacité, un arbitrage par rapport à ça, mais au final, on a une attrition du prix et du prix du coup payé par le consommateur dans son quotidien sur ses compléments alimentaires en santé familiale. Sur cet été, alors, je me rappelle l'ironie du mois de juin où on avait du soleil et le réseau regrettait l'absence de moustiques. On a fait un très bel été sur le moustique. Vous voyez, premier contributeur à la croissance, plus 24%. On a toujours le sommeil, l'équilibre digestif et le soin des plaies qui sont contributeurs à la croissance. Et sur les mots mal de gorge, douleur et fièvre et la toux, on recule par rapport à l'été dernier. Donc là aussi, on a effectivement un été qui a été très chaud, qui a continué sur septembre avec beaucoup, beaucoup de moustiques. Et quand vous regardez le top 5 des contributeurs à la croissance, du coup, vous avez la Cooper qui est premier contributeur à la croissance. Vous avez Pilège, Pierre Fabre Médicaments, Nutergia et Nashco. Donc, allez, on peut dire 3 acteurs des compléments alimentaires et des probiotiques. Et d'un autre côté, 2 acteurs de l'automédication et de la santé familiale au sens large du terme. 6e contributeur à la croissance, c'est le groupe Inula avec Pranarome et Herbalgem. Donc, on voit que dans cette santé familiale, on a à la fois j'allais dire des clients historiques comme la Cooper, comme Pierre Fabre, comme Viatrice et EG, et également des acteurs de la santé naturelle avec Pilège, Nutergia, Nashco et Prana. Sur la dermocosmétique, alors on a mis en regard para et pharma, donc le petit picto vert, c'est pour la pharma et la para d'enseigne est en violet. Là aussi, un été dynamique, plus 15%, avec un impact de l'inflation qui est beaucoup plus prégnant sur cet été. Vous voyez, on a quasiment 6 points d'inflation sur cet été. Donc, quand on retraite cette dynamique, alors on reste dynamique dans le réseau officinal, mais quand même, il y a le poids de l'inflation qui est pas neutre. Et mine de rien, septembre, on voit un frein. Et ce n'est pas forcément la baisse des prix en réseau, c'est pas une attrition de la marge, c'est tout simplement aussi le consommateur qui, en fonction des catégories de produits, fait des choix. Et ça rejoint ce qu'on évoquait dans les premières slides, c'est mon panier reste le même, c'est-à-dire je vais essayer de dépenser la même chose quand je vais en pharmacie. Par contre, peut-être je vais y aller plus souvent et donc au final moins souvent que ce que je pourrais acheter, mais avec une inflation qui joue ce rôle de choix éclairé dans le panier du patient et du consommateur. En parapharmacie, une dynamique aussi, 2 fois moins qu'en pharma, plus 8 sur cet été, avec plus 7 sur le mois de septembre. Et alors, on s'est dit, voilà, quand on voit le soleil et la beauté de ce soleil, et du coup, un petit focus quand même sur le solaire, la dynamique du marché, plus 20 sur cet été. Ça a très, très bien commencé au mois de juin. Vous voyez, sur septembre, on est au coude à coude malgré tout par rapport à l'année dernière, mais un mois de juin extraordinaire, un mois de juillet qui a été un petit peu crispant, et c'est reparti sur août. Donc cette dynamique-là, en parapharmacie, on n'en est pas loin, hein, plus 15%. Donc on voit un marché poussé sur ces 2 réseaux
sur le soin de la peau, la protection solaire. Et là aussi, quand on regarde le top 5 des contributeurs à la croissance en pharmacie sur ce segment du solaire, alors des nouveaux acteurs ou plutôt récents sur le solaire, c'est, je pense à la Rosée, je pense à Garantia, Caudalie et SVR. Et troisième contributeur à la croissance, c'est La Roche-Posay. Donc, un segment qui s'ouvre de plus en plus à des nouveaux acteurs. On le voit, quels que soient les acteurs qu'on évoquait tout à l'heure, mais que ce soit La Rosée, que ce soit Garantia, c'était quasiment sa première saison et rentre tout de suite dans cinquième contributeur à la croissance. Donc, cette volonté d'avoir des produits solaires qui soient aussi source de poésie ou de rêverie. Et c'est vrai qu'il n'y a plus uniquement de la dermocosmétique sur le solaire, mais aussi de la cosmétique pour le solaire. Sur les parapharmacies, un top 5 qui est revisité aussi. SVR est premier contributeur à la croissance sur les enseignes de para, suivi de Nux, La Roche-Posay, Caudalie, Aven. Et là, on voit bien un équilibre entre cosmétique et dermocosmétique sur ce solaire et cette volonté, effectivement, d'être un marché très, très dynamique, ultra dynamique, avec des nouveaux acteurs et donc des batailles pour le linéaire demain qui seront de plus en plus âpres. Patrick, l'hôpital n'attend que toi. Merci. Alors, pour le solaire, David a été un large contributeur de ces achats avec tous ses déplacements, en fait, dans toutes les zones ensoleillées de France et dans toutes les régions du monde. Il a largement contribué. Alors, l'hôpital, lui, il a également très, très fortement évolué sur ces 9 premiers mois de l'année. On voit que le marché hospitalier régulé, qui avait eu un ralentissement en 2022 parce qu'il y avait eu pas mal de sorties de produits de sortie de réserve hospitalière. Il y avait eu également la perte de brevet du lénalidomide, le Revlimid. Donc, tout cela avait provoqué un ralentissement en 2022. 2023, lui, il y a une croissance qui est supérieure. Elle est à 14,1% sur la période, sur les 6 premiers mois de l'année, puisque là, on a les déclarations que sur les 2 premiers trimestres. Et c'est lié à la croissance des médicaments en accès dérogatoire et les médicaments de la liste en sus. Alors justement, les médicaments en accès dérogatoire, on voit qu'ils ont eu une progression très forte. En 2022, ils étaient à 65,8%. En cumul fixe, à juin 2023, ils sont déjà à 72,3%. Et les médicaments de la liste en sus, ils étaient à 11% en 2022 et ils sont à 16%, au-delà de 16%, à fin juin 2023 en cumul fixe. Le top 5 des classes qui progressent à l'hôpital, la L01G, les antinéoplasiques, anticorps monoclonaux, avec une croissance de 17%. La L01X, 45% de croissance. Les pénicillines spectre large, 102% de croissance. Les immunoglobulines, la J06C, plus 15%, et les autres produits du système nerveux central, plus 39%. Et vous voyez les principaux produits qui ont contribué à cette croissance. Vous les aurez, on vous enverra les slides. Alors, donc on voit un marché qui est, David vous l'a dit, de plus en plus régulé. Il est régulé dans tous les secteurs de la pharmacie. Et le projet de loi de finances 2024, dont on va vous donner quelques éléments aujourd'hui, va également dans ce sens, même s'il y a eu des avancées. Alors, déjà un des constats, c'est un déficit durable un déficit durable de la sécurité sociale, puisque avant le Covid, on voyait qu'on arrivait à l'équilibre et le Covid a malheureusement chamboulé tout cela. Et ensuite, également, le déficit du solde des régimes obligatoires et également du Fonds de solidarité vieillesse
qui contribuent à l'augmentation de ce déficit durable de la sécurité sociale. Donc, il y aura une dégradation des comptes sociaux à l'horizon 2027 qui devrait atteindre à peu près 17 milliards d'euros. Alors, les objectifs d'économie pour 2024, on a un projet de loi de finances qui prévoit un effort d'économie de 3,5 milliards, dont 1,3 milliard sur les produits de santé, 1 milliard sur sur les produits de santé. Il y a 850 millions de baisse de prix sur les médicaments, 150 millions de baisse de prix sur l'EDM, et il y aura également 300 millions supplémentaires sur la maîtrise des volumes des médicaments prescrits. Alors, il y a plusieurs mesures qui ont été prises. On va voir ces articles, l'article 4, le 11. Je vous propose qu'on passe directement à ces différents articles. L'article 4 concerne la clause de sauvegarde 2023. C'est une rectification du montant M pour l'année 2023. Dans la loi de finances 2023, le montant M était fixé à 24,6 milliards d'euros. Dans le projet de loi de finances 2024, ce montant M est révisé à 24,9 milliards pour 2023. Donc, c'est un engagement politique. Le gouvernement s'engage à ce que la clause de sauvegarde, elle, ne dépasse pas 1,6 milliard en 2023. L'article 11. L'article 11, c'est la clause de sauvegarde justement pour 2024. On a d'une part une nouvelle assiette de calcul pour la clause de sauvegarde avec l'intégration dans cette assiette de calcul des médicaments qui sont achetés par Santé publique France, à l'exception des médicaments et des vaccins qui sont relatifs au Covid-19 pour l'année 2024. Également dans cet article 11, pour 2024, le montant M est fixé à 26,4 milliards pour l'année 2024. Et également, engagement politique, mais encore une fois, ce n'est qu'un engagement politique, le gouvernement s'engage à ce que la clause de sauvegarde ne dépasse pas 1,6 milliard en 2024. Dans l'article 11, la clause de sauvegarde à partir de 2025, cette fois-ci, donc une nouvelle assiette de calcul de cette clause de sauvegarde. Là, ce sera sur l'assiette portera sur les médicaments effectivement remboursés par l'assurance maladie. Il y aura également un changement de barème de la contribution M, c'est-à-dire que il y aura une contribution de 90% du dépassement. Avant, il y avait 3 tranches, je vous rappelle, c'était 50% entre 0 et 5% de dépassement, c'était 60% entre 5 et 10%, et pour quand il y avait plus de 10% de dépassement, on était à 70% de contribution. Donc là, 90% du dépassement global. Il n'y a plus de tranche. Dernier point dans cet article 11, le changement de plafond de la contribution individuelle de la clause de sauvegarde. Là, le plafond de contribution passe de 10 à 12% de son montant remboursé. Voyons maintenant l'article 25. L'article 25 concerne l'élargissement des compétences des pharmaciens en matière de prescription d'antibiotiques après un TROD, à la fois pour l'angine ou la cystite. Donc, les pharmaciens sont désormais autorisés à effectuer un test rapide d'orientation diagnostique pour ces deux pathologies, angine et cystite. Et si ce test s'avère positif, le pharmacien pourra alors prescrire et délivrer des antibiotiques directement aux patients. Donc, l'objectif de cette mesure, c'est vraiment de faciliter l'accès aux soins pour le patient, de gagner du temps, mais également de limiter les prescriptions d'antibiotiques non nécessaires, ce qui permettra de générer des économies pour l'assurance maladie et surtout aussi de limiter l'antibiorésistance. L'article 32. L'article 32, c'est l'utilisation des préparations officinales spéciales dans le cadre du plan blanc. Donc, il y aura l'ouverture de la production de préparations hospitalières spéciales pour les molécules qui ne sont plus commercialisées par l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, c'est actuellement possible uniquement pour les molécules en rupture d'approvisionnement, donc un élargissement. Et en ville, il y aura la mise en place d'un dispositif de préparation officinale spéciale dans des conditions de qualité et de sécurité homogènes. Donc là, les modalités seront fixées par l'ANSM.
L'article 33, lui, porte sur le renforcement des leviers d'épargne de médicaments en cas de rupture d'approvisionnement. Donc, c'est 3 mesures qui visent à limiter la consommation d'antibiotiques non nécessaires, tout en garantissant, bien sûr, les possibilités d'accès à ces derniers. Donc, d'abord, c'est la définition précise de la notion de rupture d'approvisionnement. C'est donc la définition. C'est l'incapacité pour une officine ou une pharmacie à usage intérieur de dispenser un médicament à un patient dans un délai donné, qui peut être réduit à l'initiative du pharmacien lorsque la poursuite optimale du traitement l'impose. Donc là, ça passera par un décret qui doit arriver. Et en cas de rupture d'approvisionnement, on revient sur la slide, David, il y aura généralisation de l'obligation de délivrer des antibiotiques à l'unité. Alors, ça va poser de gros problèmes. Le recours obligatoire aux ordonnances conditionnelles par les médecins, donc délivrance d'antibiotiques par le pharmacien sous réserve d'un résultat à un TROD positif pour les angines, et également la limitation de l'interdiction de la prescription des antibiotiques en téléconsultation. L'article 35, lui, c'est la création, slide suivante, d'une prise en charge temporaire en post-accès précoce, c'est-à-dire c'est la mise en place d'un dispositif de prise en charge en sus dérogatoire et temporaire, donc pas plus de 3 ans. Ce sera à la suite d'une fin de prise en charge d'accès précoce dans certaines situations. Il y aura également un engagement de l'industriel à approvisionner le marché français durant l'accès précoce. Il y aura un assouplissement des critères d'octroi des accès compassionnels par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, lorsqu'une spécialité se voit refuser l'accès précoce au seul motif qu'elle n'est pas présumée innovante. Et enfin, la sécurisation de l'octroi d'autorisation d'accès précoce aux médicaments particuliers que sont les vaccins. L'article 36, on en a bientôt terminé, c'est le maintien sur le marché des médicaments matures. C'était une demande qui était vraiment qui revenait dans toutes les discussions avec les autorités. Donc, les entreprises commercialisant des médicaments d'un thérapeutique majeur tombés dans le domaine public sont tenues de trouver un repreneur en cas d'arrêt de commercialisation et s'il y a une absence d'alternative pérenne sur le marché. Et tout cela dans les 9 mois après la notification de l'ANSM. Au-delà de cette période, l'entreprise propriétaire de l'AMM concède à titre gracieux à une structure pharmaceutique publique l'exploitation et la fabrication du médicament pour le marché français pour une durée de 2 ans reconductible. Des mesures également sur le dispositif médical, l'article 11 qui lui fixe la clause de sauvegarde pour… Non, David, si on peut revenir à la précédente, qui fixe la clause de sauvegarde pour les dispositifs médicaux et le montant Z pour 2024 qui va passer de 2,210 milliards à 2,310 milliards. L'article 29, c'est la réduction de l'impact environnemental sur le secteur des dispositifs médicaux. Et l'article 34, c'est la révision des modalités d'inscription de certains actes médicaux au remboursement lorsqu'il prévoit l'utilisation d'un dispositif médical. Donc voilà pour ces mesures du PLFSS. Nous terminons ces ateliers par un rappel. Vous savez qu'à la demande du LEM, le GERS a développé un site de déclaration qui permet aux entreprises de disposer d'éléments plus précoces pour pouvoir estimer leur clause de sauvegarde et de pouvoir faire les provisions dans leur compte. Donc, nous vous engageons à aller sur le site pour faire ces déclarations. Le site est ouvert jusqu'au 27 octobre. Vous permet de déclarer vos CA bruts. C'est très simple d'utilisation. Et les remises 2023. La première étape, il y a une signature des nouvelles conditions générales d'utilisation par le signataire désigné. Et ensuite, l'étape 2, vous devez saisir dans la déclaration 5 valeurs sur 3 périodes différentes. 2021, le CA net que vous avez déclaré à l'ACOS. Pour 2022, le CA net ACOS
ou celui estimé. Et pour 2023, l'estimation du CA brut régulé, les remises minimum et les remises maximum. Et cela pour les médicaments régulés, donc ville remboursable, la rétrocession, la liste en sus, l'accès compassionnel, l'accès précoce et les CPC. Les remises conventionnelles avec les remises produits et les remises d'accès précoce. Et enfin, l'étape 3, c'est la restitution des données consolidées avec le commentaire du LEM si les seuils de participation sont atteints. Et cela est prévu pour début novembre, donc quelques jours après la clôture. Donc voilà, avec David, nous tenons à vous remercier très, très chaleureusement toutes et tous d'avoir participé à ces ateliers. Vous avez été extrêmement nombreux à y participer, plus de 600. Et je tiens à remercier également toutes les équipes du GERS qui nous ont aidés à préparer ces ateliers. Et sans eux, nous n'aurions pas été en mesure, bien entendu, de pouvoir vous présenter tous ces chiffres d'actualité. À très bientôt pour un nouvel atelier et nous vous souhaitons une très bonne journée. Au revoir.